Une proposition de Jean-Luc Barret m'a intéressé pour quelques raisons. D'abord, je suis un homme politique au long cours, voilà 50 ans que je m'exprime. Donc, voir ce qu'est l'expression d'un homme politique sur 50 ans, ça peut être intéressant pour l'histoire de cette période. Comment en sommes-nous arrivés là? Je pense qu'à travers les extraits de mes interventions, de mes livres, on le comprend mieux. En plus, je mène un combat qui est à la fois un combat politique et un combat d'idées. Par conséquent, il y a une dialectique entre mon action et d'autre part la réflexion qui va s'approfondissant parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de rupture claire, sauf à un moment où je dis au-dessus de la droite, au-dessus de la gauche, telles qu'elles sont devenues, il y a la République avec naturellement toutes ses exigences. Et le livre présente aussi cet intérêt qu'il fouille un certain nombre de concepts clés pour l'action politique, l'idée du peuple, l'idée de la citoyenneté, l'idée de la République, l'idée de l'État républicain. Tout ça, ce sont des notions mal connues au fond et employées à tort et à travers. L'idée de la nation comme communauté de citoyens. Et puis, disons que c'est un livre qui fait beaucoup de place à l'éducation, parce que s'il y a une constante dans ma vie politique, c'est le fait que je m'intéresse beaucoup à la transmission et à l'éducation civique, mais à l'éducation en général, ça me paraît une donnée tout à fait fondamentale. Mais je n'ai rien éliminé de ce qui est essentiel dans ma vie politique. Toutes les interventions fortes à des moments difficiles, et j'en ai vécu beaucoup, vous les retrouvez dans ce livre. Et ce que j'ai éliminé, c'est le gros d'un livre. Quelquefois, je cite un ou deux chapitres parce qu'ils m'apparaissent apporter une argumentation serrée qui permet de lier mon action à une vision d'ensemble. Il y a quelques morceaux de bravoure, par exemple Le Vert et le Noir, un voyage que je fais au Moyen-Orient, mais qui me permet de faire une description du Moyen-Orient, ou bien sur l'Allemagne. J'ai écrit plusieurs livres sur l'Allemagne, donc il y a un condensé de ces livres différents, mais qui donnent une vision de l'histoire allemande depuis la fin du XIXe siècle, qui, je pense, fera réfléchir. D'autres morceaux de bravoure, quelques discours, par exemple, à l'Académie Vorochilov, les élèves officiers de l'armée soviétique. Je leur fais un parallèle entre la Révolution française et la Révolution bolchevique. Je leur fais un parallèle pour bien marquer la différence. Et ça se passe en 1989, c'est-à-dire un moment où le système soviétique va s'effondrant. Mais on trouvera ce que j'appelle les morceaux de bravoure. En même temps, il y a des textes fondamentaux, ce que j'exprime sur ce qu'aurait dû être la politique industrialiste de la gauche, ce qu'elle était dans les textes fondateurs dont j'avais la charge en tant que plume du Parti socialiste. Et on voit bien comment la France est allée de décrochage industriel en décrochage industriel. Je pense que la désindustrialisation de la France, c'est aussi une description peut-être un peu plus technique, un peu moins roborative que d'autres chapitres qui sont consacrés par exemple à la laïcité, à la conception de ce qu'est le citoyen. D'ailleurs, laïcité et citoyenneté vont de pair, et j'ai besoin de le souligner. Oui, dans l'état actuel où naturellement on reviendrait plutôt à l'ancien régime. Donc je crois qu'il est vraiment tout à fait important de marquer le retournement fondamental de notre histoire, qui est une révolution métaphysique, comme l'a très bien montré Michelet. On passe du droit divin aux droits de l'homme et du citoyen et à la souveraineté populaire. Il n'y a de souveraineté que dans la nation. Et c'est ce basculement de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui me paraît être le trait fondamental de notre révolution. C'est-à-dire que je prends de la distance à l'égard des descriptions marxistes habituelles. Il y a toute une école de grands historiens que chacun connaît, Mathiez, Soboul, etc. Mais il me semble que revenir à Michelet
et à une interprétation plus philosophique de la rupture qu'a été la Révolution française est très instructif dans un siècle comme le nôtre où les gens ont perdu les grands repères. Et le livre se veut comme apportant des repères, des concepts clés qui peuvent servir aux nouvelles générations. Parce que 50 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu dans l'histoire humaine. Et par conséquent, ce qui s'est passé depuis 50 ans peut permettre, si on y réfléchit bien, de polir les concepts qui seront à nouveau utiles pour je dirais, sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes. La guerre de 14-18 remet en cause le récit national tel qu'il s'était établi depuis le XIXe siècle, à travers Michelet, Lavis, Segnobos, beaucoup d'autres. C'est-à-dire que le coup porté à la France par la guerre de 14-18 est énorme. J'écris le coup aussi bien COUP que COUT, accent circonflexe, 1,5 million de morts, autant de blessés et de mutilés, 3 millions de veuves et d'orphelins. C'est un coup dont la France, déjà atteinte dans ses forces vives, aura de la peine à se relever. Elle ne se relèvera pas vraiment, puisque 20 ans après, c'est l'effondrement sans précédent dans notre histoire de 1940. Donc nous sommes obligés de réécrire notre histoire à la lumière de ce qui était une immense victoire, 14-18, et en même temps un coup mortel. Donc nous devons repenser l'entre-deux-guerres, la guerre, la résistance, redonner à De Gaulle un lustre et une place que lui-même peut-être n'était pas le mieux placé pour marquer, mais on peut le dire, sans lui, la France n'aurait pas survécu comme grande nation. Et puis la suite, il faut l'écrire. L'est-elle? Non, elle n'est pas encore écrite. Donc il y a un grand point d'interrogation sur tout cela. L'étrange défaite, qui parle de coup d'État, et qui montre que les élites françaises pensaient qu'il y avait une bonne guerre, c'était celle que l'Allemagne devait faire à l'URSS, et au Front Populaire, indirectement. Et puis qu'il y avait une guerre stupide, c'était la drôle-de-guerre, celle que la France avait déclarée presque par suivisme vis-à-vis de la Grande-Bretagne à l'Allemagne, mais qui n'avait pas de sens, donc on n'a pas faite. Et dès que la vraie guerre a commencé, quand la percée allemande a été réalisée à Sedan, il n'est plus question dans la bouche du général Blanchard, si je me souviens bien, que de capitulation. C'était 15 jours après. Donc en réalité, il y avait la volonté de ne pas se battre, parce qu'il y avait une idée politique, et que l'Europe à l'époque était dominée par l'affrontement du communisme et du fascisme, et que la République et la démocratie ne suscitaient plus les fermes adhésions et les dévouements qui auraient été nécessaires. Heureusement, il y a eu De Gaulle. De Gaulle qui est quand même la personnalité dominante du XXe siècle. Plus que Clémenceau, dans la mesure où il a vraiment ramassé la France très très bas. Clémenceau a été à lui seul toute la Convention nationale pendant 2 ans. C'est un très grand homme. Il a lui aussi un parcours très long et qui fait qu'un des derniers députés protestataires au moment de l'annexion de l'Alsace, il est celui qui signe le traité de Versailles, qui restitue l'Alsace-Moselle à la France. Et disons que c'est quand même assez rare dans l'histoire. Mais mes grands hommes, ce sont ceux-là. J'ajoute Mendès France. Pour moi, ça a été difficile. Mais je l'ai fait eu égard à ce que je savais de notre histoire et de notre histoire commune avec le monde arabe. J'ai pensé que ce conflit de civilisation, le premier d'ailleurs, resterait dans la conscience universelle. Je me suis peut-être trompé, puisque on le voit en Libye, nous refaisons les mêmes erreurs. C'est-à-dire que nous intervenons au mépris de considération, de non-ingérence, de stabilité. On peut dire que la réflexion ne gouverne toujours pas l'action de nos hommes politiques. Je pense que il y a une cohérence dans l'histoire, et l'histoire d'un peuple ne se défait pas en l'espace de quelques décennies. Quand cette histoire a plus de 1000 ans, elle prend encore beaucoup de temps. Et je reste optimiste parce que, encore une fois, 50 ans, c'est beaucoup,
dans la vie d'un homme, mais c'est peu dans la vie des nations. Alors voyez-vous, quand on lit ce livre qui est quand même assez... C'est un pavé, quoi, mais c'est un pavé, il y a plusieurs continuités. On peut le lire à travers l'accent mis sur les problèmes de formation et d'éducation. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur tout au long de ma vie politique. Mais il y a une autre approche qui est le sentiment de la vulnérabilité de la France, qui n'est pas le même sous l'occupation que j'ai vécu comme petit garçon. Et aujourd'hui, on voit la France se dissocier, se défaire en morceaux séparés. C'est ce qu'on a appelé l'archipel français. Et vous verrez que très tôt, j'ai mis en garde contre les dangers du communautarisme et que j'ai souligné l'importance des concepts de citoyenneté, d'unité de la République. Et s'il y avait, pour répondre à votre question, une chose importante aujourd'hui, je dirais ce serait de refonder la République française. Je dis bien la République française, parce que la République, elle est quand même accrochée à un peuple et à une histoire. Par conséquent, c'est cela qu'il faudrait faire. Ça nous permettrait également de dépasser ce clivage idiot entre les nationalistes et les progressistes, hein, qui n'est pas de mon cru. Je pense que c'est un clivage dangereux. Il faut le dépasser. Et il faut au contraire faire appel aux valeurs de citoyenneté pour permettre à tous les Français, y compris les Gilets jaunes, de se retrouver dans la République. Sans parler de nos élites, qui auraient bien besoin d'être, elles aussi, un peu républicanisées. J'aime beaucoup cette collection de bouquins. Je l'aime même sensuellement. Je dirais, elle est formidable, je dirais, au toucher. Les pages se laissent feuilleter très facilement. Du point de vue technique, c'est une réalisation remarquable. Je la connais depuis longtemps parce que le premier livre que j'ai lu dans cette collection, c'est le livre de Gibbon sur la chute de l'Empire romain. C'est cette œuvre remarquable à tous égards, écrite au XVIIIe siècle, qui m'a ensuite intéressé à la collection. Donc je suis heureux d'enrichir, bien que personnellement, je doute un peu qu'il soit possible de trouver beaucoup de gens qui aient à la fois une action politique continue et en même temps une réflexion itérative entre l'action et la philosophie qu'il convient d'en tirer. Je pense que c'est pas si évident. Et heureusement, j'ai démissionné quelques fois, et puis j'ai eu des temps de latence. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et de laisser cours à mon tempérament finalement, qui était peut-être autant celui d'un chercheur que celui d'un homme politique. C'est ce que disaient mes professeurs, qui ne voulaient surtout pas que je fasse Sciences Po et l'ENA, pensant que je m'égarerais, qui voulaient m'orienter vers Normal, vers ce qui me paraissait plus dans mes cordes, quoi, les études littéraires. Mais je ne voulais pas me laisser orienter vers l'enseignement, parce que ma famille est une famille d'enseignants. Je voulais faire autre chose. S'il y avait une science politique, je voulais savoir de quoi elle était faite. J'ai très vite vu qu'elle n'existait pas. Hein. Mais elle m'a donné une pratique et une réflexion.